Jordan Belfort. Enfin, Nicolas m'a énormément parlé de vous. Ce que je veux savoir, espèce de Suisse de mes deux, c'est si tu as l'intention de me baiser. Financièrement parlant, vous êtes au paradis. Je vous avais dit qu'il était fantastique. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours à Berlin en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fouad, toujours un plaisir de te retrouver pour un épisode très particulier puisqu'on va parler de la France, un paradis bancaire. Et un paradis bancaire pour les investisseurs immobiliers dans ce nouveau podcast d'IM. Il faut savoir que la France présente de nombreux inconvénients qui sont souvent cités sur Internet, donc on n'a pas besoin d'y revenir dessus, mais on oublie souvent de parler des avantages de la France qu'on ne peut pas retrouver à l'étranger, car la France, quoi qu'on dise, présente des conditions bancaires particulièrement avantageuses qui la positionnent comme un territoire de choix pour les investisseurs immobiliers, tant nationaux qu'étrangers, mais avec une plus grande préférence pour les nationaux, et plusieurs caractéristiques de son système de financement, de son système de fonctionnement, participent à cet attrait unique en Europe. Et on va parler de la France, on va parler de l'Europe, on va parler d'expérience à l'étranger en matière de financement. Donc assure-toi de bien rester jusqu'au bout. Si tu veux avoir des victoires patrimoniales, n'hésite pas à réserver un audit stratégique avec Fouad en suivant le lien qui est dans la description du podcast. Ça te permettra d'avoir un plan de route détaillé pour pouvoir profiter au maximum de la France en tant que paradis bancaire pour se créer un capital dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement possible. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ça ? Alors c'est un plan de guerre et pas un plan de route, c'est différent. C'est un plan de guerre. C'est la guerre économique. Il faut absolument constituer son patrimoine et ça se fait au détriment des autres. Pense également à t'abonner, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à partager ce podcast autour de toi. Cela nous aide beaucoup. Fouad, quémande-nous des likes pour qu'on se prenne 2 étoiles. Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes. Alors je précise que c'est une imitation d'un quémandeur professionnel de likes qui réside à Dubaï et donc je ne suis qu'un interprète. Alors, comment on va découper ce podcast ? On va en parler, on va le voir sous plusieurs angles. On va parler de 6 points concrets qui font de la France un paradis bancaire. On fera ensuite un petit comparatif avec l'étranger pour voir comment ça se passe à l'étranger. Ensuite, on parlera d'une expérience de financement à l'étranger et une expérience récente pour voir concrètement si tu étais à l'étranger, comment cela se passerait. Et l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, bien au contraire lorsqu'on voit ça. On parlera de plusieurs points concrets. Fouad est rentré des États-Unis et a pu échanger avec une investisseuse immobilière. Les États-Unis qui sont un paradis bancaire aussi, et on se rend compte qu'on est très très bien logé en France et que si vous êtes en France, il faut absolument profiter de ce levier bancaire pour créer du capital, pour s'enrichir avant de partir peut-être. Donc, rentrons dans le vif du sujet, rentrons au travers de ces 6 points concrets qui font de la France un paradis bancaire. Ça va être un échange avec Fouad et on va préciser chacun des points. On ne l'a pas mis forcément dans l'ordre. Par quel point considères-tu qu'il faut commencer ? Alors en introduction, j'aimerais déjà un peu remettre l'église au milieu du village. Je trouve que beaucoup de gens utilisent l'argument France pour dénigrer ce pays et vendre généralement... Alors je vais parler de la partie qui m'intéresse qui est l'investissement immobilier. Je constate que pour vendre des accompagnements sur des investissements immobiliers à l'étranger sans levier bancaire, la plupart du temps, on va essayer de vendre du financement, enfin pas du financement, de l'investissement immobilier à Marrakech, à l'île Maurice, en Estonie, peu importe. Et là, on va dénigrer sévèrement la France et évidemment, on va oublier de mentionner en fait l'arme nucléaire dont dispose la France, qui est son levier bancaire, qui est non seulement extrêmement puissant, mais on en parlera sur le pourcentage de production de crédit. Et on le verra évidemment, mais je peux déjà en dire un mot. Quand on produit un crédit sur 3 de la zone euro, ce n'est plus une anomalie, c'est de la domination en fait.
Donc, on en reparlera également sur d'autres mécanismes sous-jacents. L'enrichissement d'un individu, dans la plupart des cas, sauf exception, passe par le levier bancaire, par l'effet de levier. Donc, quand on se passe de ce levier, il y a des conséquences directes, c'est-à-dire une difficulté beaucoup plus importante à s'enrichir. Et là, on a des alternatives, évidemment, soit la voie lente, les piétons. Donc, je fais référence notamment à MJ Demarco, soit l'entrepreneuriat, mais avec les taux de succès qu'on connaît. Combien d'entrepreneurs réussissent à se constituer des patrimoines en millions d'euros? Très, très peu. J'avais lu un truc sur LinkedIn, quelqu'un a vendu sa start-up et à la fin des comptes, après que tout le monde soit passé devant lui, il lui restait 15 000 euros au fondateur, au cofondateur. Donc on en reparlera. L'idée c'est que oui, la France... Est-ce que je peux t'interrompre bien sûr, vas-y. Sur ça? Parce que hier je suis tombé sur un article de CNBC qui est un média américain sur la bourse et sur les marchés financiers. Qui explique, tu sais, Trump avait fait ce qu'on appelle un meme coin. Tu sais, Ah oui, tout à fait. Et il a été prouvé que il y a 58 portefeuilles qui ont fait des millions avec le Trump meme coin, 58 dans le monde entier, pour 764 000 qui ont perdu de l'argent. Là, tu touches à la crypto-monnaie, qui est encore un autre domaine d'activité où l'aléatoire, j'allais dire, la volatilité est omniprésente. Et ça, c'est encore autre chose. Pardon. Moi, c'est vrai que je préfère m'intéresser pour l'instant à l'économie réelle. Là, on est en plein dedans, c'est de l'immobilier. Et il y a ce dénigrement. Oui, on a une fiscalité qui est importante, c'est vrai. On est passé numéro 1 en Europe ou dans le monde en termes de pression fiscale. Je crois que les prélèvements obligatoires avec le déficit qui est finalement des dépenses non financées immédiatement par la fiscalité, mais on a plus de 50%. Maintenant, il y a cet avantage qui est absolument considérable et c'est là où il faut avoir de l'intelligence et se dire comment est-ce que je compose avec les cartes françaises que j'ai en main et le levier bancaire fait partie de cet atout qui est une singularité, une spécificité française. Et l'investisseur qui a l'intelligence de comprendre cette mécanique générale, cette production exceptionnelle, extraordinaire de prêts immobiliers à des conditions imbattables, fait la différence en fait dans le jeu de l'enrichissement dans lequel on s'inscrit tous. Moi, j'aime bien dire, tu sais, tu parles de levier bancaire. En matière de levier, tu as le levier juridique, tu as le levier bancaire et tu as le levier fiscal. Un levier fiscal, c'est un pourcentage. D'accord? Donc, tu vas réduire de 50% ton imposition, mais elle restera peut-être toujours existante. Un levier bancaire, c'est un multiple. Et il faut toujours faire la comparaison avec les shorts. Une petite salutation à Rémi de Truchy de Varennes qui se fout tout le temps de ma gueule quand je fais des shorts sur les marchés financiers. Un short, par exemple, si tu as une action à $100, que tu la short, ton gain maximum, il est de 100. Alors que l'action, elle peut aller à 300. Mais la fiscalité, c'est pareil. Tu ne trouveras jamais un pays qui va te donner un taux d'impôt négatif. Bien sûr. Donc, genre, tu fais 100 000, ils vont te donner 5 000 de plus, quoi. Non, ça n'existe pas. Donc, t'es capé. T'es capé et tu ne pourras pas aller plus loin. Tandis que le levier bancaire est illimité. Même si j'aime pas utiliser illimité avec le financement. Non, mais tu as raison. Alors, c'est un multiplicateur en valeur absolue extrêmement puissant. Et il y a un autre point qui est important à comprendre, c'est que le panier moyen d'achat est quand même relativement élevé. On ne parle pas d'opérations à 50 000 euros, et même si on parlait d'opérations à 50 000 euros, c'est des montants qui sont déjà suffisamment importants. Sans levier bancaire, atteindre déjà ces niveaux d'opérations, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Demain, et ça arrive régulièrement, et notamment sur les gens que j'accompagne, tu fais un immeuble de rapport, à 1 million d'euros, tu as créé 1 million d'euros de patrimoine brut. Et une fois de plus, je rappelle que le net, l'actif net, naître du brut. Donc c'est important de comprendre, tu as raison, tu as le coefficient multiplicateur vers le haut. Alors il y a l'effet de massue, qui est un effet parfaitement symétrique. Et quand on fait n'importe quoi, quand on est dans l'amateurisme, on peut littéralement être écrasé par la dette immobilière. Et donc là, on le voit également chez certains entrepreneurs qui ont emprunté, alors là c'est pour les entreprises à taux variable,
Drahi, hein, par exemple, hein, on a son empire qui est en train de... qui est, je ne veux pas dire qu'il s'écroule, mais qui est en très grande... Qui a dû échanger des participations contre des réductions de dettes. Tout à fait, mais donc tu as quelque chose qui est en train de vaciller et on verra, c'est un des avantages, c'est un risque qui n'existe pas dans le prêt immobilier français. Et ça, c'est très important et je pourrais faire une anecdote sur ça. Rentrons directement dans le vif du sujet. Les 6 points concrets qui font de la France un paradis bancaire. J'aimerais commencer avec une notion qui est assez difficile à concevoir au début. Ça va être celle des taux d'intérêt réels, souvent négatifs. Alors ça, pour moi, c'est très important d'en parler. Alors, je ne vais pas parler de la dimension religieuse. J'avais eu un débat. Je ne souhaite pas, on n'a pas forcément une audience et je n'ai pas envie d'avoir une audience de ce calibre. Mais petit calibre. Alors, le système français, le système bancaire français dans le prêt immobilier est extrêmement protecteur et conforme d'un point de vue, j'allais dire, grande religion monéthéiste qui condamne l'usure. Mais c'est une petite parenthèse et je vais expliquer pourquoi je fais cette introduction. Quand on regarde en fait les taux d'inflation, donc tout le monde sait, à peu près tout le monde, je pense que les gens qui nous écoutent savent ce qu'est une inflation, c'est l'augmentation générale des prix. Ce qu'on sait également sur le calcul de l'inflation, c'est que pour éviter que le pays de la Révolution française retourne justement le pays en cas de taux d'inflation beaucoup trop important, on a exclu du calcul un certain nombre d'éléments, dont quand même l'énergie. Donc le taux d'inflation est minimisé en fait volontairement. Et l'idée, c'est qu'en fait, on a un taux d'intérêt nominal, ce qui est mentionné sur les contrats de prêt, qui quasiment systématiquement, quand on regarde au taux d'inflation, et notamment au taux d'inflation réel, donc le taux d'intérêt est inférieur, et donc ça nous donne un taux d'intérêt réel qui est négatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pour utiliser des termes assez simples, l'inflation vient effacer, gommer les intérêts réellement payés, parce que l'argent perd de la valeur à cause de l'inflation. Et quand on regarde les taux, alors on avait des taux d'inflation qui étaient officiellement déjà supérieurs à 10% dans les années 80. Là, on s'est pris, alors quand on va au restaurant, je pense qu'on la palpe. Tu l'as vu, tu l'as senti l'inflation depuis le Covid, et même sur les billets. La serveuse, hein. Oui, et sur les billets d'avion, ça a explosé. Même une zone extrêmement sensible à l'inflation, la zone allemande, parce que les Allemands sont traumatisés par l'hyperinflation, qui a... c'est une des raisons. 1930, non, c'est une des raisons de l'arrivée d'Hitler. Exactement. Donc, et notamment Berlin, qui est une ancienne ville pauvre, je dis bien grâce au communisme, on avait des prix extrêmement bas. Moi, c'est simple. Sur la restauration, depuis le Covid, 60%. Non, je dirais 50%, ce qui est absolument colossal. Donc, les billets d'avion qui ont explosé. On en parlait à midi avec la serveuse au restaurant en demandant si son salaire avait augmenté autant que l'assiette phare du restaurant. Oui, et on lui a demandé de dire au patron de se calmer. Elle nous a dit quoi? Donc, c'est sa femme. C'est sa femme. Toujours de la faute des femmes. Elle voulait un nouveau sac Hermès. Voilà. Et ça devrait être interdit aux nouveaux riches d'ailleurs. Mais ça, c'est encore un autre débat. Donc l'idée, sans trop rentrer dans la technique, ce qu'on appelle l'équation de Fisher, quand vous retraitez en fait votre taux d'intérêt, vous le déflatez, vous enlevez l'inflation, on s'aperçoit qu'il est négatif. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que non seulement vous ne remboursez pas d'intérêt réellement dans le temps, parce que l'inflation vous a fait perdre sur des taux d'intérêt fixes, qui sera le deuxième point qu'on abordera, vous aura fait perdre les intérêts payés, mais en plus, le capital remboursé aura perdu de la valeur parce que l'inflation aura grignoté, aura rongé les intérêts et une petite partie du capital. Comme le frugaliste. Voilà, comme notre ami Vivi. Donc, je ne sais pas si j'ai été assez clair là-dessus, mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inflation, c'est l'allié silencieuse de ceux qui savent emprunter massivement.
Alors, quel que soit le niveau d'emprunt, on a le même taux d'inflation. Quand on a des taux d'intérêt qui rebaissent, c'était vraiment flagrant durant l'âge d'or du prêt immobilier. Quand on avait il y a des gens qui ont obtenu des taux d'intérêt à 0 et quelques pourcents. Ouais, 0,9. J'ai même vu une RP financée à 0,65%. Donc là, on comprend que quand on a un taux d'inflation, par exemple, à 1,5 ou 2%, et officiellement plutôt à 6-7%, le taux alors je peux prendre un calcul très simple. Quand tu as un taux d'intérêt à 1% et que tu as un taux d'inflation à 5%, ton taux d'intérêt réel est de moins 4%. Chaque année, tu rembourses moins 4%. Donc, c'est hyper intéressant. C'est extrêmement favorable pour les emprunteurs, a fortiori pour les emprunteurs qui empruntent massivement. Puisque si on prend l'exemple sur un capital de 10 millions d'euros empruntés, si on a moins 4% par an en déflation, c'est des montants qui sont absolument colossaux. Ça fait combien ? Ça fait du 400 000 euros. C'est ce que j'allais dire, ouais, 400 000. Donc voilà, donc l'inflation, c'est un mécanisme qui souvent a été ignoré, abstrait, mais les gens se sont rendus compte de l'inflation après le Covid. Et notamment l'inflation alimentaire en France. Après le Covid, il y a une année où elle a atteint 18%. Et ce qui est absolument dramatique pour le Français qui est au SMIC. Et attention, il y a beaucoup de Français qui sont au SMIC. Je crois que les SMICards représentent, de mémoire, au moins 13 millions d'individus. Ce qui est quand même beaucoup. Moi, je suis au SMIC. Non, toi, tu n'es pas au SMIC. Tu es né dans la bourgeoisie, tu mourras dans la bourgeoisie, ce qui est une excellente nouvelle pour toi. Donc voilà, donc ça, c'est une première chose. Grâce à un taux d'usure qui est là pour caper le taux d'intérêt pratiqué par les banques, grâce à une inflation dont la mission de la Banque de France est de la minimiser au plus bas, si possible à moins de 2%. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les taux d'intérêt avaient fortement augmenté, parce que l'inflation avait explosé. Retenez simplement qu'en France, historiquement, je dirais depuis une quarantaine d'années, on a quasiment systématiquement un taux d'inflation qui est supérieur au taux d'intérêt nominal, c'est-à-dire le taux d'intérêt que vous payez. Et quand vous faites cette différence, quand vous faites l'équation de Fisher, quand vous retirez l'inflation du taux d'intérêt, souvent vous avez un taux réel qui est négatif. Et donc, très très intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette expression que j'utilise souvent, qui est la mienne. Lorsqu'une brèche s'ouvre, il faut s'engouffrer dedans. Et là, on a une brèche qui est absolument fantastique et qui est excessivement intéressante pour l'emprunteur, ce qui est quand même relativement rare d'avoir autant de choses intéressantes pour les emprunteurs ou les clients. On avait parlé de la DI, qui est très très intéressante. Le taux d'intérêt. On en reparlera, je pense. Voilà, donc sur ce premier point, je ne sais pas si tu as des questions, Hugo, mais en tout cas, c'est une situation qui est structurellement présente en France, parce qu'on a une politique du crédit qui est hyper favorable, voire accommodante pour l'accès à la propriété. Et tu as quelques signes noirs de notre espèce qui viennent finalement faire une espèce d'OPA sur le prêt immobilier et vont massivement emprunter à taux d'intérêt réel négatif. C'est super intéressant et c'est dur de concevoir, mais ce qui va permettre de mieux le comprendre, je pense que c'est le deuxième point concret qui fait de la France un paradis bancaire. C'est la notion des taux nominaux fixes et stables. C'est des taux d'intérêt fixes, chose qui est je pense que la France doit être l'un des rares pays en Europe. Tout à fait. À le fournir, et s'il enlève, ça risque de faire très très mal. C'est l'un des piliers de l'attractivité bancaire française. Tout à fait. Ceux qui étaient à 0,90%, ils ne sont pas passés à 4% ou 5%. Mais c'est ça qui est pendant fantastique. Le Covid. Et je te raconterai une anecdote juste après. J'ai une amie qui avait acheté un appartement à Londres. Je peux te dire qu'elle a senti passer la hausse des taux d'intérêt. Mon épouse a des amis qui habitent à Londres également. Alors, c'est Londres, tu m'as dit ? Londres, ouais. Ouais, et l'augmentation des taux d'intérêt a carrément mis en très grande difficulté le couple. En fait, ils étaient sur une RP où ils étaient à l'extrême limite de ce qu'ils pouvaient emprunter. Donc, on avait des mensualités assez importantes.
Et l'augmentation des taux d'intérêt, me semble-t-il de mémoire, a fait prendre 1500 à 2000 euros de mensualité supplémentaire. Ouais, mais c'est à peu près la même chose. Donc c'est quand même très difficile. Et c'est vrai que ce qui est intéressant en France, c'est que nos taux d'intérêt nominaux sont fixes. Donc tu n'as pas de surprise. Alors, je crois que c'est 9 prêts sur 10 qui sont produits en taux d'intérêt nominaux fixes. C'est gravé dans le marbre. Ça ne bouge pas d'un iota. Et ça, c'est hyper favorable pour un investisseur et a fortiori pour un investisseur qui emprunte massivement. Pourquoi ? Parce que finalement, ça rajoute de la solidité dans son encours bancaire qui est relativement important et ça évite qu'un choc économique externe tel que l'augmentation brutale des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne qui vont impacter notamment les taux d'intérêt variables pratiqués par les banques commerciales. Donc, l'encours ne vacille pas, contrairement à ce qui s'est passé avec Patrick Drahi. Donc ça, pour moi, c'est un avantage qui est absolument colossal. Et les autres pays assez importants comme l'Allemagne ou l'Espagne ont fréquemment des taux variables. Donc, avec des assurances où tu peux payer une assurance pour fixer le taux. Voilà, mais quand même, on est très loin d'avoir un système aussi stable et visible et protecteur finalement. Et très protecteur de il n'y a pas besoin de forcer la banque à naturellement, la plupart des banquiers en fait vont vous faire des propositions de prêts immobiliers à taux fixe. Et de là découle également le troisième avantage. C'est que si les taux d'intérêt montent, tu es protégé. Si les taux d'intérêt baissent, la troisième particularité du système bancaire français qui fait de la France un paradis bancaire, c'est que tu as la possibilité de renégocier ou racheter les crédits à la baisse. Ouais, ça, c'est incroyable, je trouve. C'est-à-dire que c'est encore... en fait, tu gagnes à tous les coups. C'est-à-dire que si ça augmente, bah, ton taux d'intérêt fixe n'augmente pas. Par contre, s'il baisse, bah, là, c'est renégociable ou... ça peut être racheté par un concurrent renégociable pour qu'on puisse comprendre la différence, parce que j'ai déjà pratiqué la renégociation. Vous allez voir votre banquier, à partir d'un point d'écart, un point de baisse de taux d'intérêt, il est intéressant de renégocier. Vous allez voir votre banquier en disant, bon, là, il y a une baisse assez importante. Au lieu d'aller chez la concurrence, me faire racheter la totalité du prix et changer de banque, je vous demande une renégociation. Et généralement, il y a un petit avenant, simplement, c'est fait assez rapidement. Et là, tu as un nouveau taux d'intérêt qui est beaucoup plus bas. Et donc, le montant de tes mensualités diminue. Donc c'est hyper intéressant. Tu es gagnant sur tous les tableaux. Et c'est là, tu vois, je le disais notamment dans Patrimoine exponentiel, profiter des taux d'intérêt forts pour aller prendre un crédit, parce que les signes blancs ne voient que le taux d'intérêt. Vous aurez plus de marge de manœuvre que s'il était à 1%. Vous prenez ça avec du différé et tu renégocies ton prêt quand le taux d'intérêt aura baissé et qu'il y aura un avantage. Mais tu vas avoir plus d'armes à aller voir la banque avec un taux d'intérêt important, puisque 50% de la production de crédit est partie, pas uniquement à cause du taux d'intérêt, mais principalement à cause des règles HSF que les gens n'arrivent pas à inculquer et à introduire dans leur stratégie immobilière. Ils font toujours comme avant alors que les règles ont changé. C'est triste à dire, mais c'est ça. Et c'est pour ça que les gens ne conçoivent pas leur stratégie par rapport aux règles du jeu. Mais parce qu'il n'y a pas d'intelligence du joueur. Ils n'ont pas compris en fait qu'ils étaient un joueur parmi tant d'autres. Et le jeu est composé de différents types de joueurs. Et c'est cette lecture. Je pense que c'est ce qui manque beaucoup, c'est ce qui manque cruellement à énormément d'investisseurs, cette lecture globale du jeu, de cette compréhension, la compréhension des règles explicites et implicites. Quand on parle, et c'est là où on est quand même plutôt très content sur ce podcast, on emmène cette prise de vue qui est beaucoup plus haute et on a une lecture qui est différente en fait du jeu et ça permet surtout de pivoter, de rectifier un comportement et ça fait toute la différence pour avancer.
Tu as parlé de l'assurance, l'ADI, l'assurance décès invalidité. C'est une assurance emprunteur parmi les plus protectrices du monde qui fait également de la France un paradis bancaire et disposant de la meilleure assurance vie. Que se passe-t-il si demain, par exemple, j'ai 10 millions de patrimoine, on va faire un cas pratique, 10 millions de patrimoine sous encours bancaire, entièrement financé, je décède et la bénéficiaire est mon associé et ma compagne. Que se passe-t-il ? Il reste 8 millions à rembourser. Alors, avant de te dire ce qui se passera, pourquoi est-ce qu'une ADI performante est-elle intéressante ? Si tu me sors, ta compagne va faire la fête, ça va chier. Ah non, pas du tout. Non, j'allais te parler d'autre chose. Ce qui m'intéresse en fait dans une ADI extrêmement performante, bénéficiaire, donc c'est une source de profit importante pour les assureurs, pour les assurances et notamment les banques assurances, parce qu'elles ont souvent en fait des... il y a CNP Assurance qui assure énormément, mais si on prend Crédit Agricole avec ses 40% de part de marché du prêt immobilier, il y a sa filiale Pacifica. Donc en fait, finalement, ça permet d'augmenter la profitabilité sur l'activité du crédit en venant faire de l'assurance sur le prêt. Ce qui est intéressant, c'est que comme on a une activité qui est profitable, on a une ADI qui est facilitatrice de la production de crédit immobilier. Ça vient fluidifier en fait la production de crédit et donc la prise de risque bancaire à ce niveau-là est nulle. Donc qu'est-ce qui se passe pour répondre à ta question ? La totalité du capital restant dû, si tu as une assurance, tu as 100%. opté, voilà, si tu as eu l'intelligence d'opter pour un taux à 100%. Alors moi je vais prendre 20%. Ouais, faire des économies, c'est si Vivi qui le dit. Si tu veux baisser ton taux, ton PNB et augmenter ton risque, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et augmenter mon refus bancaire. Voilà, donc non, moi en fait, même pour l'ARP, même quand il n'y a pas de revenus locatifs, ce que je recommande, effectivement, ça coûte un peu plus cher et parfois ça coûte même beaucoup plus cher, mais moi je recommande 100% par tête. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le capital restant dû est pris en charge et on avait donné la technique sur un des podcasts. Il y a une assurance fiscale. Voilà, l'assurance contre le risque fiscal, en fait, qui va venir taxer, imposer le gain exceptionnel produit par la prise en charge de l'ADI du capital restant dû, qui est, et c'est vrai que ça peut paraître un peu abusif, mais c'est un gain qui est exceptionnel, qui n'était pas prévu. Et donc, même ça, c'est taxable. Donc, souscrire, adosser à l'ADI une assurance contre le risque fiscal, je trouve que c'est hyper pertinent, a fortiori, toujours pour la catégorie, on va dire, poids lourd chez les particuliers, que sont les signes noirs de l'investissement immobilier, c'est-à-dire les gens qui investissent massivement et stratégiquement. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ma compagne ou ma femme ? Alors, je pense que ça sera la femme la plus heureuse, ça sera son plus beau jour, ça sera le plus beau jour de sa vie. Non, mais qu'est-ce qui se passe concrètement ? Toi, t'as dit à la patronne que t'avais... Non, j'ai pas d'ADI. Alors moi, j'ai même de l'assurance homme-clé. J'ai énormément de ce qu'on appelle de GAV, garantie accident de la vie. J'ai énormément... Moi, je suis... T'as pas fait des gardes à vue ? Non, GAV, garantie accident de la vie. Non, Dieu merci, j'ai un casier judiciaire extrêmement vierge, blanc immaculé. Et j'y tiens énormément. Donc l'idée, c'est quand même de comprendre que l'ADI est un outil de protection, mais que ça fluidifie la production prêt immobilier française. Pour en revenir à la compagne, pour le cas pratique, donc il reste 8 millions à rembourser. Les 8 millions sont remboursés par la société d'assurance. Elle a une assurance risque fiscal, donc elle prend 10 millions net et elle se réconforte de la perte de son plus gros actif. Voilà, concrètement, c'est ce qui se passe. Malheureusement, dans ce cas dans le cas extrême du décès, parce que tu as l'invalidité également, c'est ce qui se passe si tu es bien assuré. Donc, pensez-y, c'est une super assurance vie. C'est la meilleure des assurances vie. Voilà. C'est un système de prévoyance. On avait fait un podcast entier sur l'ADI, la meilleure assurance vie. N'hésitez pas à chercher, c'était au tout début du podcast. Le cinquième point. Je voulais dire en fait qu'en France, pour conclure sur l'ADI, même quand tu es bien assuré, même en cas de coup dur,
la dette peut disparaître. Et généralement, en cas de coup dur, tes dettes vont plutôt te terminer, t'enfoncer. Une bonne ADI sur un vrai taux et avec une assurance contre le risque fiscal, même en cas de coup très dur, la dette disparaît. Et ton bien, lui, il reste. Le 5e point, et qui est une particularité française et indispensable pour déployer une stratégie et surtout la répéter d'une manière massive, qui n'existe pas à l'étranger. Et comme je l'ai dit, on va illustrer ça avec du cas concret. On enregistre ce podcast en mai et l'histoire date de mai, donc on ne peut pas faire plus frais. C'est les niveaux de financement pouvant aller à 110, 130%. Les Belges qui nous écoutent, les Suisses qui nous écoutent, les Espagnols qui nous écoutent, les Anglais qui nous écoutent. Les Américains. Les Américains, ça, ils ne l'ont pas. Et ça, c'est exceptionnel. On est encore dans l'exception française. Ce que j'aime en France, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui relèvent de l'exception française. La culture, la gastronomie, la boulangerie, la pâtisserie, la viennoiserie, tout ce qu'on veut. Le cinéma, qui est une exception française, d'ailleurs, qui est une invention française. Tout à fait, par les frères Lumière, et d'ailleurs né à Besançon. Le prêt immobilier, dans la manière dont il est déployé, est une exception française également. C'était quoi ta question sur le... Non, mais c'était d'insister sur cette capacité de financer à 110-130%, car la France, elle autorise ce financement à 110%. Alors, prenons le minimum déjà. 100%. Déjà, 100%, c'est déjà une anomalie. 100%. Une fois de plus, quand on est en voie de professionnalisation, quand on est sous créativité, quand on est sous audace, quand on a la technicité, on va chercher du 130%. Alors, on avait simplifié 110. Si on considérait que les 110% correspondait à l'acquisition totale avec les travaux. Voilà, totale avec les travaux et les frais de notaire, mais en réalité, on peut parler de 130%. Voire quelques fois plus même. Voire quelques fois plus. Une espèce de réserve supplémentaire à sa discrétion. Non, mais par exemple, si tu as un immeuble, je pense à un immeuble à 800 000 euros, que tu as 500 000 euros de travaux dessus, plus 80 000 euros de frais de notaire. Ah, tu parles de... Oui. Tu montes sur des chiffres qui sont au-delà. Ce qui est quand même plus difficile à financer, mais qui est quand même finançable. Et qui passe. Et donc, on a la possibilité d'avoir en fait un effet de levier. Illimité. Alors, avant d'être illimité... Le rendement de capital est illimité, pardon. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que le levier est maximum par rapport au plan de financement du bien. Donc, le plan de financement, c'est-à-dire qu'on a besoin de tel montant pour financer l'acquisition, les frais notaires, les travaux, etc. On a la possibilité d'avoir un levier maximum, c'est-à-dire qu'on peut tout financer. Et ça, c'est quand même déjà une prouesse financière, économique qui est remarquable et qui est quasiment unique au niveau mondial. Une place dominante dans le crédit immobilier européen dénotant d'une grande stabilité des banques françaises. Tu l'as précisé au début, un crédit immobilier sur 3 dans la zone euro est fait en France. Et tu avais dit une très belle phrase, à ce niveau-là, on ne parle plus d'anomalie, mais de domination. Ce chiffre, il illustre quoi de plus derrière ? Ce chiffre, en fait, traduit la profondeur en fait, du marché bancaire français, l'appétence des banques, la confiance des banques sur le marché, en considérant le marché immobilier comme un actif, un marché extrêmement solide. En fait, on a une maturité également des institutions financières. On sait que les banques françaises sont globalement relativement solides, et notamment si on prend le taux de casse sur les prêts immobiliers, c'est-à-dire le pourcentage de prêts immobiliers non remboursés, il est extrêmement faible. Donc, il est plus faible que dans d'autres pays. Alors, si on compare avec les États-Unis et notamment le cas des subprimes, la crise des subprimes, ça n'a rien à voir. La distribution non plus de crédit, je veux dire, la distribution de crédit immobilier en France,
elle se fait sur une base documentaire, sur la solvabilité personnelle de l'investisseur. Et donc, ça renforce en fait la robustesse du système parce que comme on s'éloigne de la prise en compte de la performance de l'investissement et qu'on s'assied totalement sur la solvabilité personnelle de l'investisseur, on a donc un taux de casse qui est relativement faible, voire très faible. Et ça, évidemment, ça incite le cartel bancaire à produire toujours plus de prêts immobiliers. On a vu là récemment une campagne de la Société Générale avec des taux d'intérêt à moins de 3%, on était à 2,99 en taux nominaux. Et donc, on la retrouve cette appétence. Quand on voit que le Crédit Agricole, les caisses du Crédit Agricole détiennent 40% de part de marché du prêt immobilier, on se dit que ce n'est pas un hasard, évidemment. Et ça démontre, ça témoigne vraiment de cette volonté farouche de faire du prêt immobilier. Pour plein de raisons, évidemment, c'est un produit d'appel, mais ça correspond également à la satisfaction d'une demande parce que le Français aime l'immobilier. Il y a également on pourrait le rajouter en point 7, c'est qu'en France, on ne demande pas d'expertise. Tout à fait. Et ça, c'est très important parce que dans les autres pays, alors qu'est-ce qu'on entend par expertise ? C'est un expert indépendant qui va faire l'évaluation du bien. À l'étranger, c'est très marrant. Et comme j'ai dit, on fera un petit comparatif ensuite. Mais oui, on a fait un petit tableau qui reprend les choses. En France, tu n'en as pas besoin. En Allemagne, tu as le Gutachter, je ne sais pas comment on dit. Guten Tag. Financement limité à la valeur estimée, avec apport. En Espagne, tu as le Tassador, ça fait presque Toréador. Apport requis si prix supérieur à la valeur estimée peut retarder ou bloquer le crédit. Ça, c'est important de le préciser. États-Unis, tu as le Appraisal. Financement souvent limité à 80% de la valeur estimée. Apport requis. Et c'est intéressant, c'est 80% de la valeur estimée. C'est-à-dire que si la valeur estimée est en dessous de la valeur du bien, tu peux te retrouver avec un apport beaucoup plus important. Et j'avais dit à un banquier qu'il était un peu con. Enfin, je l'avais fait comprendre. Je l'expliquerai juste après. Italie, Perito, valeur expertisée égale la base du crédit, apport nécessaire si prix est supérieur à l'estimation. Belgique, oui, dans 90% des cas. Royaume-Uni, Valuation Report. Canada, un appraisal comme aux États-Unis. Aux Pays-Bas, la Taxasti rapporte. Montant du crédit plafonné sur la valeur expertisée. Financement à 100% rare. Suisse, oui. Crédit limité à 80% de la valeur estimée. Apport personnel très fréquent. Mais il me semble qu'en Suisse, tu as une particularité, c'est que tu ne rembourses jamais la fin du crédit. Alors, c'est pour des raisons fiscales, ça n'a rien à voir avec... alors, il y a autre chose. En Suisse, on va demander de l'apport, je crois que c'est 20%, parce que le marché, géographiquement, est petit et le marché est très tendu. Et on veut éviter cette inflation immobilière qui, quand même, sur un besoin primaire, met en difficulté un certain nombre d'individus pour se loger. Avant de parler de l'expérience du financement à l'étranger et faire un peu de retour d'expérience pour pouvoir comparer tout ce que nous venons de voir avec l'étranger, un petit rappel, si tu veux toi aussi bénéficier des chances qu'offre la France en matière bancaire, que tu souhaites en profiter et en profiter pleinement, tu vas devoir mettre en place une stratégie particulière, utiliser des outils parfaitement et sans erreur, mettre de l'ingénierie là où tu es improvisé. Tu peux dès maintenant candidater à Patrimoine Exponentiel en cliquant sur le lien dans la description en dessous du podcast ou dans le commentaire mis en avant sur YouTube. Ça te permettra de déployer une stratégie, d'utiliser pleinement le levier de bancaire français en maîtrisant tous les outils. Est-ce que Fouad, tu as quelque chose à rajouter ? Non, pour résumer déjà sur cette partie, la France est un paradis bancaire. C'est très important de le comprendre. Simple question, Fouad. Est-ce qu'un investisseur, sans disposer des stratégies que nous voyons, quelles sont les chances pour un investisseur de se rendre compte que la France est un paradis bancaire et d'en bénéficier ? Alors, dans ta question, c'est une très bonne question parce que tu as la notion de conscientisation du mécanisme. Ça, c'est la première étape. Et ce n'est pas parce que tu as conscientisé le caractère exceptionnel du levier bancaire français que tu es autorisé à tirer le manche
Bien au contraire, et on le verra dans un autre podcast, non seulement tu n'es pas autorisé à le faire pour des questions de rationnement du crédit, mais en plus, on va faire en sorte qui ont l'État, le HCSF, ce que j'appelle l'œil de Moscou, le troisième œil, va faire en sorte que tu te contentes de ce que j'appelle ta gamelle monétaire. Donc évidemment, ce n'est pas à la portée de n'importe quel branquignol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... que tu allais dire branleur. Non, là on fait... Ta remarque est très pertinente. Je ne sais pas si tu as fait exprès parce qu'il y a beaucoup de sous-jacents. Va se faire foutre. Merci. Merci. Il ne faut jamais surestimer son niveau d'intelligence. Ça peut très rapidement basculer en Dunning-Kruger. Je ne dis pas que c'est ton cas. Et d'ailleurs, il est préférable de la sous-estimer que de la surestimer. Ouais, il vaut mieux un bon syndrome de l'imposteur qu'un petit... Qui est un de nos points communs. J'ai l'impression de toi plus que moi, mais moi, je suis quand même partiellement atteint du syndrome de l'imposteur. Et ça montre qu'il y a quand même une posture fondée sur l'humilité et sur le fait de toujours bien délivrer. Ah, non, c'est... Mais toi, c'est quand même partiellement justifié, je trouve. Donc, non, je plaisante. Qu'est-ce que ça vous fait à midi là je vais appeler la patronne. Du chou. La moitié du chou a disparu d'ailleurs. Je vais appeler la patronne. Comment ils appellent ça, les Anglais, là, sur l'inflation, là, sur la diminution des portions? La shrinkflation, je sais pas quoi, là, tu sais, là, les industriels, en fait, pour augmenter les prix. Oui, ils baissent le poids. Voilà, donc chez Pasternak, là, j'ai commandé un chou qui est habituellement quand même à la taille d'un chou. Ah mais le mec il a découpé une branche au sécateur. Sur un lit de pesto avec quelques pignons. Et là, il me sert un peu plus de la moitié du chou. Donc, ouais, 75%, il a découpé une partie, il doit les recoller derrière pour faire une assiette. Malheureusement, on va nous niquer maintenant même sur la quantité de la marchandise, si je peux me permettre un vocabulaire un peu plus direct. Tu dis pas, il n'y a pas tes filles là. Non, je fais très attention à mon vocabulaire quand mes enfants sont présents. Donc, ta question, elle est très importante. D'abord, numéro 1, conscientisation. Prenez conscience, si vous êtes français, de nationalité française de préférence, résident fiscal français ou résidente fiscale française. Et j'ai rencontré, je parlerai de l'anecdote, Charlotte que j'ai rencontrée à New York. On la salue, qui m'a dit, écoute Fouad, tu as totalement raison quand tu dis que la France est un paradis bancaire. Je le comprends, à New York, c'est 30% d'apport et des taux variables extrêmement élevés. On doit être, alors déjà, les taux de la Fed, parce qu'après, il y a une marge d'intérêt sur taux d'intérêt banque centrale, parce que les banques achètent de l'argent au taux. On est sur des taux variables qui doivent être de l'ordre de 7%. Ouais, ça n'a rien à voir avec moins de 30%. Tu vas rigoler. Donc voilà, prenez conscience et ensuite la méthode. Tout relève de la méthode. Comment est-ce qu'on fait pour exploiter à son avantage la puissance du levier bancaire français? Et Charlotte, je pense savoir, parce qu'il me semble avoir échangé avec elle, également, c'est pas une petite profession qu'elle a. Ah non, là on est sur du cadre supérieur plus. Tout à fait. Avec une expérience en banque. Avec une expérience en banque et donc des personnes qui, aux États-Unis, ont accès, pas à la banque de détail classique, on va dire. Qui ont accès au capitalisme. Voilà. Donc, on ne peut pas dire... C'est pas comme si c'était quelqu'un, tu vois, qui c'est pas le Burundi. Voilà. Et je prends le Burundi parce que malheureusement, c'est le pays le plus pauvre du monde. On a un PIB de 800 millions d'euros, de dollars. Il faut préciser que je décolle pour l'Afrique demain soir. Et Fouad ne fait que me rassurer sur... Je me dis, mais qu'est-ce que tu vas foutre en Afrique? Toi qui n'aimes pas l'Asie, qui n'aime pas les étrangers. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je pars en Afrique jeudi et je pars en Asie ensuite. Donc, j'aurais fait ça va te faire du bien. Ça va faire un dépaysement. Parlons maintenant de l'expérience de financement à l'étranger. Je vais reprendre la main un peu comme... Alors, je voulais juste conclure là-dessus. Je veux pas que tu conclues. Attends, je voulais juste conclure. Comprenez une chose qui est très importante, en fait. Le patrimoine immobilier d'un individu est une fonction, alors j'espère que je ne vais pas perdre trop de monde, est une fonction exponentielle. Quelle arrogance.
Tu vas nous faire taper encore des 2 étoiles avec ton mépris. Là. Et non, pas du tout. Je m'apprêtais en fait à être beaucoup plus pédagogue. Petit calomniateur. Donc, monsieur qui dénigre son confrère. Même son confrère s'en prend plein la gueule. Parlez de moi en fait. Non. Enfin, il parlait de toi à mon égard, ton attitude à mon égard. J'en suis pas sûr. Donc, le patrimoine immobilier d'un individu est une fonction exponentielle du crédit immobilier. Et j'ajouterais ex nihilo. C'est pour ça que je n'ai pas appelé patrimoine linéaire, mais j'ai appelé ça patrimoine exponentiel. Voilà. Alors, ça veut dire simplement que votre patrimoine immobilier dépend de votre capacité à avoir accès au crédit immobilier qui lui-même est assis sur rien. La création monétaire est une création ex nihilo, c'est-à-dire qu'on crée de l'argent et c'est là où on a une puissance phénoménale à partir de rien. Oui, il appuie sur un bouton et c'est de la monnaie scripturale. Tu as 800 000 euros qui arrivent chez le notaire. Et tout à fait. Et ça, c'est ce que je peux appeler un avantage comparatif qui est singulier. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir avant de partir de France pour X raisons. Parce un peu. Mais ça, je vais en parler. Voilà, parce que quand tu quittes la France, tu quittes son levier bancaire. Et ça, je vais en parler. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important de parler de l'étranger parce qu'on n'a pas cette vision. Dès qu'on a le malheur de le dire, je me suis fait allumer par un mec là sur LinkedIn. Le mec, un vendeur d'immigration à Dubaï, qui disait ouais, non mais c'est limite s'il ne nous traitait pas de vendeurs de tapis. Moi, j'ai dit dans le commentaire, pensez à juste mettre le fait que demain, vous gagnez de l'argent que si le mec il vient à Dubaï s'installer. Donc, bien évidemment que vous n'allez pas dire ça. Et le mec nous traitait de charlatans et qu'on avait un discours biaisé. J'ai fait, c'est encore plus alarmant pour vous parce que j'ai une bonne mémoire et je me souviens que c'était vous qui voulez travailler avec moi et pas l'inverse. Je veux dire, notre discours, il est ultra réaliste, il est documenté, il est alimenté par la statistique nationale et même de la statistique en provenance de l'Eurogroupe. Et l'euro, quoi qu'on en dise, est loin d'être une monnaie de singe. D'ailleurs, qui a mis une claque de 15% sur le dollar très récemment. C'est le dollar qui s'est mis une claque tout seul. Alors, il s'est peut-être mis une claque, mais en tout cas, l'euro n'a pas été dévalué ou déprécié. Et ce que je veux dire, c'est que quand tu as un pays qui capte 30% de la production de crédit d'une zone relativement puissante, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On peut donner quelques statistiques. L'encours bancaire à l'île Maurice, c'est 1,75 milliard d'euros. L'encours bancaire en France, source Banque de France, 1287 milliards d'euros. L'encours bancaire à Dubaï, c'est 80 milliards. L'encours bancaire en Allemagne, c'est 1147 milliards, c'est-à-dire inférieur à l'encours bancaire. Alors, je parle uniquement des crédits immobiliers. Donc, l'encours bancaire allemand est inférieur à l'encours bancaire français, sachant que les Allemands ont au moins 15 millions. Ils ont, plus de PIB. Ils ont 33% de PIB de plus que nous. On est à 4 000 milliards. Chez les Allemands, nous, on est à 3 000 milliards. Et ils ont 15 millions, je crois que c'est 15 millions d'habitants supplémentaires. 180 millions. Voilà, et la Lettonie, c'est 6,5 milliards d'euros. Donc, il n'y a pas matière à discuter. C'est une domination. Voilà, et l'argent est dans le crédit. Et a fortiori dans le crédit immobilier, parce qu'on parle de montants qui sont relativement importants. Alors, je ne cherche pas à nuancer, mais tu vois, il faudrait nuancer peut-être. Tu sais, tu as fait la précision sur l'Allemagne. Il faudrait faire la précision, en fait, pour mettre la chose la plus concrète possible, c'est-à-dire la masse de crédit par habitant. Parce que, par exemple, à Dubaï, tu n'as pas 65 millions d'habitants, et à l'île Maurice... tu vois, ça serait intéressant, voir par nombre d'habitants. Parce qu'on a dit il y a plus de crédits en France et moins d'habitants en France, ça serait intéressant de le comparer, parce qu'on ne peut pas comparer un pays de soi. Tu as parlé de la Lettonie, c'est 1,9 million d'habitants. Bien sûr, je suis d'accord, mais tu as quand même des possibilités. Ça ferait 240 milliards. Oui, mais non, mais c'est ça. Alors, ta remarque est pertinente, ça me permet de rebondir sur autre chose très rapidement. Comme toujours. Tu peux dire, hein, ta remarque est pertinente comme toujours. Comme de plus en plus. Récemment, il y a une augmentation exponentielle des remarques pertinentes et c'est super. Non, c'est que ta remarque est intéressante parce que ton raisonnement, tu as raison, mais tu as quand même un montant en valeur absolue qui est donné.
Et quand on a conscience de ce qu'est l'effet cantillon, c'est-à-dire la capacité de certains individus à être très proches de la source monétaire, on va récupérer de l'encours, capter de l'encours bancaire des autres. Donc là, on préfère prendre 10% en France que 10% dans un autre pays. Non, mais au-delà des 10%, c'est que c'est plus facile de prendre 10 millions d'euros d'encours dans un océan de 1287 milliards d'euros que de prendre 10 millions dans un étang, c'est dans un vrai. étang de 1,75 milliard ou peu importe. Donc il y a quand même une corrélation. Ouais, j'ai cherché quelque chose de plus petit que l'île de l'étang. Je n'ai pas trouvé la flaque. Que dans son tas de boue. Non, je plaisante. Paraît-il, c'est très très joli l'île Maurice et on a beaucoup d'amis là-bas. Donc, merci pour ça. Parlons maintenant de l'étranger. Alors, pour parler de l'étranger, je vais m'appuyer moi sur mon expérience parce que j'ai travaillé à l'étranger, j'ai vu plusieurs choses à l'étranger. J'ai vu du leasing sur les voitures, ça va te faire rigoler, à près de 20% en principauté d'Andorre. 20% de taux d'intérêt ? De taux d'intérêt. Ouais, c'est énorme. On avait un assureur là-bas, qui préférait, qui avait une résidence secondaire en France, il préférait payer 15 points de TVA de plus sur un Cayenne, donc une voiture assez chère, payer le malus, alors pas le malus actuel, pour pouvoir se le faire financer en France, que poser cash ou payer quasiment 20% d'intérêt. En 5 ans, tu as payé 2 voitures, quoi. Il a acheté un financement. Il a acheté un financement. Et j'ai vu pas mal de choses. Et également, les retours. Par exemple, j'avais vécu en Estonie. Et en Estonie, j'étais allé voir la banque. Et dans un pays européen, ce qui est totalement illégal, de surcroît, j'aurais dû enregistrer le banquier, là, ça m'aurait fait un petit jackpot. Le mec, je lui demande un financement de résidence principale. Tu sais qu'est-ce qu'il me sort ? Non. Monsieur, vous n'avez pas le statut de résident permanent. Il faut attendre 5 ans de résidence permanente dans le pays pour pouvoir faire un crédit. Donc oui, c'est un système bancaire qui n'est pas une industrie. Je ne viens pas du Burundi. Comment vous pouvez traiter des citoyens européens différemment ? Et par exemple, les titres de séjour, quand tu pars hors Union européenne, tu parlais de l'île Maurice. L'île Maurice, si tu as un titre de séjour de 7-8 ans, la plupart des banques, voire la quasi-totalité des banques, vont te dire très bien, tu vas acheter ta résidence principale, t'es résident permanent ? Non ? Ok. Il te reste 6 ans sur ton titre de séjour, on te finance sur 6 ans. Tu as parlé de Charlotte qui vit à New York. Et d'avoir cette vision est très importante pour les gens parce qu'on pense tout le temps que l'herbe est plus verte ailleurs. On imagine que l'étranger, c'est la France sans les défauts de la France. Alors, sur certains points, c'est totalement vrai. Quoi, par exemple ? Comme quoi, je dirais, par exemple, Si on prend le monde occidental. Si on prend le monde occidental, ce que tu trouves à l'étranger, que tu as du mal à trouver en France, pour être sincère, la sécurité. Est-ce qu'en Allemagne, on a plus de sécurité ? Est-ce qu'en Angleterre, on a plus de sécurité ? Est-ce qu'aux États-Unis, on a plus de sécurité ? Je te parle que tu peux trouver, par exemple, tu peux trouver dans d'autres... Tu vas en Andorre, tu as un niveau de sécurité. Non, mais je te parle d'un pays. Oui, mais c'est un pays. Pas une principauté reste un pays. Non, mais pas d'un... L'île Maurice, c'est le Japon. Le Japon, parlons de l'occidental. Laisse ton téléphone au Japon sur une table, laisse-le en France. On est dans 2 pays occidentaux. Et c'est très intéressant parce que moi, ma compagne est étrangère. Et comme je le dis, on enregistre ce podcast en mai. Et sur ce dernier mois, j'ai vu à l'étranger les conditions d'obtention de financement avec ma compagne qui achète un appartement pour ses parents. C'est très intéressant de préciser. Ça permet de donner un peu de recul, un peu d'expérience, un peu de retour. Et en plus, c'est intéressant parce que, comme certains le savent, moi, je fais un retour en France qui va me coûter de l'impôt. Ça va me coûter entre 120 et 150 000 euros. Je mets la contribution sociale parce que les gens ils disent comment tu peux payer 150 000 euros d'impôt sur le revenu. J'ai fait du con. Il y a les charges sociales qui vont avec pour construire le profil emprunteur. Et ça a permis de voir la différence. Et, alors, pour faire simple, j'avais pris des notes. C'est un appartement de 450 000 euros qu'elle achète. Nous sommes en Europe. On lui a proposé de mettre 150 000 euros d'apport. 150 000 euros d'apport. Et tout ça, elle n'a pas encore l'accord du financement.
elle a juste un plan, tu sais, un tableau d'amortissement. Les conditions de la proposition du prêt, c'est du 15 ans. C'est la première fois que je vois ça sous forme de 10 plus 5. Le taux d'intérêt proposé, il est à 4,9%. On est en euros, je tiens à le préciser. Donc en France, là, aujourd'hui, on est à quoi, de 80, de 85? Non, je pense qu'on est aux alentours de 3. Donc il y a quasiment 2 points d'écart. Ce qui, sur des montants importants sur une longue durée, fait un écart énorme. Et si tu veux, il y avait une incompréhension de sa part, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi je voulais rentrer en France, payer 150 000 euros, c'est-à-dire mettre cet argent ailleurs que, par exemple, voyager. Je pense que les gens préfèrent mettre 150 000 euros dans du voyage. Je pense que tu voyages bien tous les ans et de manière régulière. Et elle me dit, mais je comprends pas, tu veux rentrer en France, payer 150 000 balles d'impôts, mais pourquoi tu le fais pas ici? Et elle avait du mal à concevoir ça, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée. Et j'aime pas mettre en avant, c'est ma vie privée, le concept de vie privée doit rester privé. Ça nous intéresse. Oui, mais... ça vous intéresse, monsieur? Non, mais Foi, tu connais la situation de ma compagne. Alors, je ne l'ai jamais rencontrée pour être... Tu ne l'as jamais rencontrée, mais tu connais... Je sais qu'elle est sans papier, en détresse financière et que tu en profites allègrement. Quel enculé. Je plaisante. Non, mais elle a, on peut appeler ça une bonne situation, je pense. En ce moment, Hugo est très, très amoureux, donc c'est bien. Putain. Ouh, l'amoureux. Tu connais cette chanson? C'est quand on était petit, on se chambrait là-dessus. C'était pas une chanson, c'était du chambrage. Oui, mais sous forme de chanson. Il est amoureux. Ouais, non, Ça te parle ou pas? putain, je sais bien qu'il faut Comme que si j'enregistre c'était ce une podcast tout seul, quoi. Comme si c'était une honte. Et C'est bien. et Mazel tov. Mazel tov. Et en fait, ce qu'on voit, et là, elle a compris, je lui ai fait, t'achètes un bien à 400 000 euros. Et elle n'est même pas assurée d'avoir le financement. On n'a pas encore la réponse. En foutant 150 000 euros d'apport. Ouais, ce qui est énorme. Donc, sur un premier achat. un peu plus d'un tiers. C'est un peu plus d'un tiers. Et elle est prête à augmenter. Et elle n'a pas... Il y a eu des banques, et c'est là que moi j'ai commencé à être inquiet, parce que je dis que toutes les banques réagissent pareil. Et on était dans la voiture, il y a une autre banque, elle lui propose un prêt sur 5 ans, avec 30% d'apport. Sur 5 ans? Sur 5 ans. Ah ouais, donc la durée d'amortissement d'un prêt à la conso. Ouais, limite un leasing, quoi. Je suis sûr qu'il te propose un crédit sur la voiture. Ce qui ferait des mensualités extrêmement élevées. D'autres, c'était 10 ans. Alors là, on n'avait même pas le tableau d'amortissement. Et ça a été super important parce que je lui dis, tu vois, ce que tu mets sur la table, alors ok, l'apport, ce n'est pas comme moi avec les impôts. Moi, c'est une dépense. L'apport, c'est une immobilisation de capital. Quand tu mets un apport dans un bien. Si demain, elle revend le bien pour le même prix, elle le récupère immédiatement. Non, ce n'est pas la dépense. Et je lui dis, mais tu vois, ce que tu vas immobiliser en apport, si moi je le mets en impôt, et tu le sais, si je mets en cotisation sociale et en impôt sur le revenu 150 000 euros, tu penses que je vais avoir une difficulté de lever 300 000 euros? Non, parce que l'impôt permet de faire un levier. Donc, sur des opérations comme ça, je vais pouvoir en faire plusieurs et ce ne sera pas des opérations à 400 000. Et c'est très intéressant parce qu'elle a vu, et ça a été stressant parce que c'est pour sa famille qu'elle prend le bien. Et je lui fais, mais tu seras en France, on aurait déjà l'accord, quoi. On serait déjà sur la deuxième opération. Et ce qui m'a fait assez... disons qu'en France, en faisant passer ça sur une RP, compte tenu de sa situation... Et si on veut rester sur le même apport, ouais, qui est une excellente situation financière, ça relève vraiment de la formalité. Voilà, c'est... Et je pense que les banques se battraient littéralement pour avoir le dossier. Ouais, et ça, c'est... Et à l'étranger, non? T'as vraiment l'impression de te mettre dans une... Et dans son pays, en plus, sa catégorie sociale est quand même particulièrement supérieure. Elle est très, très... Même si elle était en France, elle serait... Non, mais en France, c'est sûr, mais dans son pays, encore plus. Encore plus. Et malgré ça, elle n'est pas traitée avec... Non. Tu as un système bancaire qui n'est pas performant. Ouais, et tu vois la différence. Tu vois la différence et tu te dis, putain, les 150 000... Ça rend beaucoup plus agréable les 150 000 euros. Et il y a quelque chose qui m'a fait plaisir. Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, il faudrait voir si je peux pas rentrer avec toi en France et comme ça, on le ferait à deux.
Ah oui, c'est bien. Et Une femme intelligente. très intelligente, s'il te plaît. Mm. Qui se ressemble, s'assemble. Il y a une énigme dans tout ça. C'est laquelle? Qu'est-ce qu'elle fait avec toi? Quel connard. Je plaisante. Ah là là. Et ça, il faut que les gens comprennent qu'il n'y a qu'en vivant à l'étranger, il n'y a qu'en étant à l'étranger, que tu arrives comme une fleur au fusil à la banque. Tu sais, tu arrives comme si tu étais en France, parce que tu vois tous les gens qui le font, qui le font pareil en France, que tu te rends compte qu'en fait, putain, mais en fait, en France, pour créer du capital rapidement, ben, la question est vite répondue, Ouais, comme dirait le philosophe. Et ce qui est paradoxal pour un pays communiste comme la France, donc l'URSS qui a réussi, c'est très paradoxal d'avoir un outil, une industrie bancaire aussi puissante dans la fabrication de prêts immobiliers, sachant qu'on a encore la fabrication, la production des autres prêts aux entreprises qui sont de l'ordre, pareil, des 1200, 1300 milliards. Donc c'est assez paradoxal et c'est là où il faut reconnaître, en fait, identifier cet avantage comparatif et savoir y tirer dessus au maximum. Tout à fait. Et tout tu vois, à moi, fait. c'est ce que je recommande aux gens quand ils disent « Ouais, j'ai une entreprise en France et je veux m'expatrier », je leur dis « Mais décale un peu ton expatriation, peut-être 12-18 mois. Peut-être 12-18 mois, crée du capital avant de partir, parce que ce capital, il ne sera pas taxé. Hein, cette création de capital au travers de l'amortissement du capital, et tu ne pourras pas le faire une fois que tu es parti, tandis que tu peux déployer la stratégie pendant que tu es en France. Moi, je peux rentrer 2 ans, 3 ans, et je peux repartir à l'étranger ensuite. Je n'ai même pas besoin d'être résident fiscal français. Et demain, tu as une holding française, ou même sans avoir une holding française, tu as des SCI à l'IS. Le dividende, tu le payes dans le pays dans lequel tu es résident. Tu as 100 000 € de loyer net qui tombe, tu vas payer l'impôt sur les sociétés, et ensuite tu vas mettre en distribution de dividendes. Donc 75 000 distribuables. Tu te verses 75 000 en étant résident à Dubaï. Il te reste combien à ton avis? Je ne sais pas, 75 75 000. Il n'y a même pas de retenue à la source. Donc, profitez de ça, parce que c'est après, et c'était Tougan qui l'avait dit. Oui. Qu'avec les chiffres, il avait regretté peut-être de... Je ne sais pas comment il avait formulé avec Rémi. Qui s'en rendait compte que finalement il était passé à côté de quelque chose avec l'argent qu'il avait généré. S'il avait pu compter sur des vraies institutions bancaires comme les institutions financières bancaires françaises, il aurait fait un sacré tas de trucs sur des actifs tangibles. Tu penses que les 20 millions en 3 ans, il les faisait ? Bien formé avec les bonnes stratégies. Je pense que compte tenu les capitaux qu'il a pu générer dans son activité, je pense qu'il les faisait facilement. Facilement, ouais. Avec de la stratégie, avec de l'amplitude, avec du sur-mesure, dans le cadre d'une stratégie fondée sur le Blitz patrimoine. D'ailleurs, on fera un épisode à ce sujet parce que j'ai beaucoup de retours. Je suis assez content parce que mon champ lexical très spécifique, très conceptuel. De nazi. Alors, non, je ne parlais pas de ça. Blitzkrieg. Non, Blitz, ça veut simplement dire éclair en allemand. Ouais, donc, patrimoine éclair. Les Allemands, ils sont connus pour la Blitzkrieg. Va Tout dire à ça fait. aux Polonais. Tout à fait. Donc, mais on en tire des leçons positives quand on n'a pas pour su. Gagner, il faut y aller vite. Il faut y aller de manière massive et stratégique, et de manière coordonnée, de manière proactive et ne pas improviser. Donc, je ne sais plus ce qu'on disait, mais il y a une carte à jouer. Le levier bancaire est un des instruments. Je pense que c'est peut-être l'instrument en niveau de sûreté, c'est peut-être l'instrument le plus puissant dans une courbe, dans une ligne d'apprentissage, on va dire, d'enrichissement. Quand on veut s'enrichir, c'est très difficile de le faire sans levier bancaire, je pense. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Moi, je voulais conclure sur la France de manière générale. Alors, la France est un paradis bancaire pour les investisseurs. J'ai le temps de dire si je ne voulais pas que tu conclues. Finalement, non, tu n'as pas vraiment le choix. Donc, la France est un paradis bancaire pour les investisseurs. On l'a démontré. On le pratique. Je le pratique. Mes élèves du mentorat le pratiquent. Donc ça, c'est un premier point. C'est un paradis
de l'art de vivre à la française, complètement unique. Et une fois de plus, moi qui habite à l'étranger, je le vois. Et j'habite dans le pays de la pomme de terre et de la saucisse, donc ça me saute aux yeux. La France, c'est pas du foie gras consommé avec du ketchup. Donc c'est un paradis gastronomique dans cet art de vivre, une cuisine régionale exceptionnelle, riche et variée, une influence qui est mondiale. On a des territoires qui sont protégés, des AOC, des IGP, etc. On a un paradis qui est culturel. Quoi qu'on en dise, on a un patrimoine architectural qui est absolument magnifique. Je crois qu'il n'y a que l'Italie qui fait mieux, qui a un patrimoine architectural le plus développé au monde, le plus important. On a des musées, on a des châteaux, on a une histoire, on a une langue qui fait rêver énormément d'étrangers. Et ça, une fois de plus, j'habite à l'étranger. Énormément de gens me disent « j'adore le français ». J'étais 15 jours aux États-Unis, je n'ai pas arrêté d'entendre « j'adore le français ». Une langue qui n'est pas si accessible que ça, qui a une complexité grammaticale, orthographique volontairement élevée pour des questions de sélection sociale. On a un cinéma qui est reconnu mondialement, donc c'est une exception française, cinéma qui a été inventé en France. C'est un paradis de l'industrie du luxe. Les plus grandes marques du luxe, Hermès, Cartier, Chanel, etc., sont françaises. On est le pays le plus touristique au monde, 100 millions de visiteurs, devant les États-Unis, devant l'Espagne, devant l'Italie, devant n'importe quel pays. Donc les gens viennent visiter la France. Je ne pense pas que ce soit par hasard. On a vraiment cette diversité géographique exceptionnelle. Mer, montagne, campagne. Tu regardes les villes, même des villes moyennes, elles sont toutes belles. J'allais dire, sauf, j'allais tailler une ou deux villes. Mais tu prends les villes moyennes, quoi, elles sont belles, quoi. Elles ont toutes leurs propres caractéristiques, leur propre charme. Donc, Et l'Office du tourisme, là, tu peux aller plus vite sur la conclusion. Non, on mais- est sur le paradis bancaire. mais voilà, et malheureusement, pour les tirs au flanc, c'est un paradis social, donc pour les gens qui ne veulent pas travailler. Donc, paradis intellectuel aussi. L'esprit critique, c'est français. La contestation, la révolution. Non, mais c'est important de prendre un peu ce temps, parce que moi, à titre personnel, c'est un pléonasme, moi, à titre personnel, j'en ai ras-le-bol de ce dénigrement permanent de la France. Alors, on dit, ouais, peut-être le syndrome de l'enfant d'étranger. Non, moi, j'aime la France, et objectivement, alors je l'ai quitté pour des questions de mission dans l'éducation, d'excellence que je souhaite fournir à mes enfants, et ça passe par l'apprentissage des langues étrangères, et donc ça nécessitait une immersion, mais tu n'as pas quitté fiscalement. non, pas fiscalement, et j'y reviens régulièrement, et je ne l'ai pas quitté avec la haine, ou je n'ai pas quitté de manière aigrie comme certains le font sur Internet à cracher sans arrêt, et le paradoxe, c'est que beaucoup de gens dénigrent la France, mais ne travaillent exclusivement qu'avec des Français. Alors, Et ça, c'est quand même assez dérangeant, je trouve. mais en fait, il y a une notion marketing derrière tout ça, que tu sais, derrière le dénigrement de la France, où tu expliques que les gens, ils sont en France, ils peuvent pas y arriver. En fait, tu justifies l'échec des losers en leur donnant une raison. Alors que la principale raison de leur échec, c'était la phrase de mon mentor, hein, le point commun de tous les échecs d'un homme, ça reste l'homme lui-même. Mais en fait, tu leur donnes une raison aux gens de se dire « Ah, si j'y arrive pas, c'est parce que c'est la France, parce qu'on me prend tant d'impôts. » Les gens ont besoin d'une justification de leur échec. C'est tout. Et c'est plus facile de le dire, parce que si tu dis tu vas aller à l'étranger, tu vas pas y arriver plus, ça va pas faire rêver comme discours. Tu vas à l'étranger, ça sera beaucoup plus difficile pour toi, parce que tu n'as même pas la maîtrise de la langue, tu n'as pas la maîtrise des codes, tu n'as pas le réseau social, tu n'as pas grand-chose. Donc voilà, je conclurai là-dessus. La France, c'est un paradis bancaire, profitez-en. Et le reste, ça sera du bonus. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand et à respecter la France. C'était Hugo, l'amoureux, comme Fouad l'a dit. Hugo, le Polonais. Le Polac. Voilà. Le Polac. Je vous remercie de votre fidélité et j'espère vous retrouver très prochainement sur un autre épisode. Ciao, ciao.